Bonjour, je m'appelle Wilhelmina Huguet, je travaille au sein de la SEF, la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe, en tant qu'adjointe au directeur général. Ça va faire 10 ans que je travaille dans cette société, initialement en tant que juriste, et donc j'ai été amenée à travailler beaucoup avec des auteurs et à les renseigner sur la question des droits d'auteur et sur leurs problématiques. Et donc l'idée ici était de vous faire une petite présentation dans un premier temps sur les concepts du droit d'auteur, vous présenter de façon assez synthétique puisque je ne peux pas avoir quelque chose de très complet. Vous présenter ce qu'est le droit d'auteur et dans un second temps ce que sont les sociétés d'auteurs et la façon dont elles peuvent vous aider à gérer vos droits et surtout à percevoir des rémunérations qui sont les vôtres, qui vous sont dues et qui sont un peu complexes malheureusement, mais il est important que vous soyez au courant de l'existence de ces rémunérations de façon à ce que vous puissiez tout simplement les percevoir afin de pouvoir vous aider dans votre travail. Donc du coup, je vais ouvrir ce petit PowerPoint. Voilà. OK. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, le droit d'auteur, donc les deux points évoqués. D'abord, le droit d'auteur, puis leur gestion par l'intermédiaire d'une société d'auteurs. L'idée étant de vous présenter dans un premier temps les grands principes, les prérogatives que recouvrent les droits d'auteur, évoquer la question de la rémunération et du contrat d'édition, puisque ce sont des sujets qui vous concernent tout particulièrement. S'agissant des principes, le premier article du Code de la propriété intellectuelle présente assez simplement le concept, en indiquant que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur son œuvre du seul fait de la création d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. Ce droit d'auteur porte sur un objet de droit qu'on appelle l'œuvre de l'esprit et qui se définit comme une création de forme originale. On parle de création de forme pour le distinguer de la simple idée, du concept. On dit que les idées sont de libre parcours, dans le sens où elles ne peuvent pas être appropriées, sinon ce serait une atteinte beaucoup trop grave à la liberté de chacun. Et pour montrer un peu la distinction qu'on peut faire entre une œuvre de l'esprit et une simple idée, je peux donner l'exemple de Christo, par exemple, qui est un artiste plasticien particulièrement renommé pour emballer des monuments. Et par exemple, dans une situation où il a emballé le Pont-Neuf et où un éditeur de cartes postales a décidé d'éditer une carte postale reproduisant son œuvre sans lui demander l'autorisation, il a fait un contentieux, il a gagné. Par contre, dans une situation où un autre auteur, lui, a décidé d'emballer d'autres objets, en l'occurrence des arbres dans un parc, là, le juge a décidé qu'il n'y avait pas de contrefaçon, puisque les seuls éléments qui rapprochaient l'œuvre de Christo de l'œuvre en question, c'était le fait d'emballer quelque chose, et que ça, c'est un concept, c'est une idée, et pour le coup, ce n'est pas appropriable. D'où cette importance de distinction qu'il convient de garder à l'esprit. On parle de création de forme originale, dans le sens où l'autre critère essentiel de la protégeabilité des œuvres de l'esprit, c'est l'originalité, qui ne doit pas s'entendre comme quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ici, original fait référence à l'origine de l'œuvre, à savoir l'auteur. Et ce qu'on veut protéger, c'est l'auteur à travers son œuvre. Et l'originalité se définit comme l'empreinte de la personnalité. C'est ce qui fait, c'est l'apport créatif que l'auteur insuffle à son travail par ses choix libres et non contraints qui font que ça mérite d'être protégé. Et c'est cette empreinte de personnalité qui doit être appréciée à chaque fois pour vérifier si l'œuvre peut être protégée au titre des droits d'auteur. Au-delà de ça, il faut retenir le principe d'indifférence du genre, de mérite, de la destination ou de la forme. N'importe quel type d'œuvre peut être protégé pour peu qu'il réponde aux critères que j'ai précisés en amont. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'œuvre soit belle ou réussie ou autre. Par principe, elle peut être protégée. Autre point important, la distinction entre le support matériel et la propriété incorporelle. C'est-à-dire, lorsque vous créez une œuvre, lorsqu'un peintre peint sur une toile, par exemple, lorsqu'il vend sa toile, il n'est plus du tout propriétaire de cette toile, et c'est l'acquéreur qui peut éventuellement la revendre.
Par contre, s'il ne cède pas ses droits associés à cette toile, le propriétaire de l'œuvre ne peut pas en faire ce qu'il veut. Par exemple, il ne peut pas faire une exposition sans demander préalablement l'autorisation à l'auteur, puisqu'il ne lui a pas cédé ses droits. C'est deux choses qui sont très différentes. Et donc, il y a deux régimes de droits qui peuvent se cumuler, à savoir le droit de propriété classique sur n'importe quel objet et le droit d'auteur, qui est un droit immatériel. Enfin, ce qu'il faut noter, c'est l'absence de formalisme. Vous n'avez pas besoin de déposer votre œuvre quelque part pour disposer de droits d'auteur. Le code dispose que l'auteur bénéficie de droits du seul fait de la création. Donc il n'y a pas de démarche particulière. Éventuellement, on peut faire des dépôts pour justifier de la titularité, éventuellement prouver que c'est vous qui êtes auteur de cette œuvre, mais il n'y a aucune obligation là-dedans, et c'est juste un principe qui est d'ailleurs reconnu internationalement. Enfin, qui est titulaire de ces droits? Qui a ces droits d'auteur? C'est l'auteur lui-même. En tout cas, par principe. Il peut y avoir des situations plus exceptionnelles que je ne vais pas préciser puisqu'on a un temps assez limité, mais notamment dans le cas d'œuvres réalisées par plusieurs auteurs en même temps. On va parler à ce moment-là d'œuvres de collaboration, ou alors le droit d'auteur va être partagé comme une espèce d'indivision, et donc il y aura plusieurs co-titulaires des droits d'auteur, et il faudra l'autorisation de tous les auteurs là-dessus. C'est un principe important, notamment dans le cadre de la commande. Quand vous êtes en travail de commande, il n'y a pas de cession automatique. Il faut organiser en fait le régime de droit dans la contractualisation que vous allez avoir avec votre commanditaire. Point que je vais préciser un peu plus, en vous présentant les prérogatives du droit d'auteur. Elles sont de deux ordres. On parle de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux viennent du fait que le droit d'auteur est un droit éminemment personnaliste, puisqu'on essaye de protéger l'auteur à travers son œuvre, et donc on lui donne ses prérogatives afin qu'il puisse assurer en fait cette protection. Ces droits sont inaliénables, vous ne pouvez pas les céder. Donc si vous avez un contrat pour lequel on vous dit cédez vos droits moraux, ils ne sont pas applicables. Et ils sont perpétuels dans le sens où, contrairement aux droits patrimoniaux, ils ne s'éteignent pas avec le temps. Ils sont de 4 ordres. Il y a le droit de divulgation, c'est le fait de diffuser l'œuvre pour la première fois, c'est-à-dire que l'œuvre quitte la sphère privée de la création avec l'auteur pour rencontrer son public. Et donc c'est l'auteur seul qui peut déterminer du moment quand il décide de pouvoir exercer ce droit. Le droit au nom, le fait que vous soyez associé à votre œuvre. À ce titre, lorsqu'on vous dit on vous fait une fleur, on va vous diffuser, mais attention, on va bien mentionner ton crédit. Ce n'est pas une fleur qu'on vous fait, c'est juste le respect d'une obligation légale basique. Et si on n'assure pas le crédit, en fait, c'est un acte de contrefaçon. Le droit au respect, on ne modifie pas votre œuvre sans vous en le demander préalablement, et auquel cas vous pouvez tout à fait vous y opposer. Et le droit de retrait, qui est un peu le pendant du droit de divulgation, si vous ne souhaitez plus que votre œuvre soit communiquée. À côté de ça, on a les droits patrimoniaux, qui sont fondamentaux dans le sens où c'est ce qui permet aux auteurs de vivre. C'est un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire les exploitations de l'œuvre. Et quand on parle d'exploitation, on entend un acte d'exploitation qui sont de deux ordres en droit français, le droit de reproduction et le droit de représentation. Le droit de reproduction, c'est le droit de reproduire l'œuvre sur un support aux fins de communication au public, et le droit de représentation, c'est la communication de l'œuvre au public. En matière d'art visuel, il y a toujours plus ou moins un acte de reproduction, puisqu'on va reproduire l'œuvre sur un support. Donc le droit de reproduction est souvent impliqué dans les usages qui sont faits des œuvres parce qu'il faut qu'il y ait une reproduction sur un support. Contrairement aux droits moraux, ils sont limités dans le temps, c'est-à-dire qu'ils durent pendant toute la durée de vie de l'auteur, l'année civile de son décès, et puis après, ce sont ses ayants droit qui bénéficieront de ces droits patrimoniaux pendant 70 ans. Et donc du coup, c'est ces droits qui permettent aux auteurs de vivre, dans le sens où, comme c'est un droit d'autoriser ou d'interdire les exploitations, l'auteur peut conditionner les exploitations, notamment à une rémunération.
Et c'est ce qui permet en fait la contractualisation d'une certaine façon. Et pour cette contractualisation, il y a des recommandations essentielles qu'il faut garder en tête et qui sont régies par le Code. C'est d'une part l'exigence d'un écrit. Écrit qui doit mentionner les droits qui sont concédés, donc reproduction ou représentation, en fonction des différents usages. Donc en fonction des usages qui seront prévus, le droit de reproduction et de représentation seront impliqués. Par exemple, pour Internet, il faut les deux. Le droit de représentation, ça va être essentiellement le droit de présentation publique, donc l'exposition. On parle aussi de droit de monstration. Et au-delà de mentionner les droits qui sont ainsi concédés, il faut en préciser l'étendue, la destination et la durée des territoires. L'idée, c'est que vous donnez une autorisation, mais qui est limitée, vous encadrez en fait les limites dans lesquelles vous autorisez cette exploitation. Étant précisé qu'en toute logique, plus l'exploitation est large et étendue, et plus la rémunération en contrepartie l'est également. À ce titre, il faut préciser le caractère exclusif ou non de cette autorisation. Si on est sur quelque chose d'exclusif, nécessairement ça a un prix, parce que l'auteur cède ses droits et donc ça a une forte importance pour lui, donc il faut quand même les valoriser. Et enfin, ce qui est d'essentiel, c'est de préciser la rémunération, à savoir le caractère gratuit ou onéreux de l'autorisation, puisque vous pouvez tout à fait faire des autorisations à titre gracieux. Le cas échéant, il est utile et nécessaire de préciser l'étendue de l'autorisation gracieuse. Certes, oui, j'autorise pour ceci, mais pas pour le reste. Et c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas de rémunération en contrepartie. Sur la rémunération, plus précisément, il y a des principes. Et qui dit principe dit également exception, puisqu'à chaque fois qu'il y a une règle, il y a l'exception qui va avec. Le principe, c'est la rémunération proportionnelle. L'auteur doit être intéressé au succès de son œuvre. Et donc la logique, c'est que dans le cadre d'un contrat d'édition pour un ouvrage, par exemple, vous allez négocier une rémunération proportionnelle, donc un pourcentage. Et ce qui est important de négocier, c'est un minimum garanti. C'est-à-dire, on parle aussi d'avance sur recette, mais l'avantage du minimum garanti, c'est de bien préciser le fait qu'on vous rémunère en avance et que cette rémunération est due, quel que soit le succès de l'œuvre en question. L'idée est d'assurer une rémunération minimale. Donc nous, on conseille de négocier en général 30% de ce que pourrait rapporter la commercialisation de l'ouvrage, en l'occurrence, si l'intégralité est vendue. L'idée étant que, au fur et à mesure de la commercialisation, on doit rattraper en quelque sorte le minimum garanti. Et tant que le minimum garanti n'est pas rattrapé, les rémunérations au fil de l'eau n'interviendront pas. Donc, quand vous avez négocié ce minimum garanti, en fonction de l'exploitation effective de l'œuvre, une fois qu'il sera rattrapé, vous pourrez commencer à percevoir des rémunérations au fil de l'eau en fonction des ventes. Donc je parlais de principe, maintenant l'exception. L'exception, c'est la rémunération forfaitaire. Donc on prévoit une somme claire au titre de l'exploitation. Elle s'applique dans les situations notamment dans lesquelles il n'est pas possible de fixer une base de rémunération. Typiquement en matière de publicité, par exemple, vous faites une illustration pour une publicité, il n'y a pas de sens à ce qu'il y ait une rémunération proportionnelle. C'est le cas aussi lorsque la nature de l'exploitation ne rend pas possible la rémunération proportionnelle, notamment parce que la contribution est seulement essentielle ou accessoire à l'objet qui est vendu. Par exemple, en matière d'illustration, si vous illustrez la couverture d'un ouvrage, on considère qu'on n'achète pas un ouvrage à sa couverture, et donc la rémunération proportionnelle n'est pas justifiée, et donc on est plus sur des rémunérations forfaitaires. Par ailleurs, il y a d'autres situations qui sont visées par le Code de la propriété intellectuelle, notamment en matière d'illustration d'ouvrages, qui précisent qu'une rémunération forfaitaire est possible sous réserve de l'accord formel de l'auteur. Du coup, la question qui se pose, c'est quel montant je peux fixer. Évidemment, les prix sont libres, vous n'avez aucune obligation spécifique. Mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe en fait en dehors. Là-dessus, vous allez pouvoir trouver des tarifs qui existent. Nous avons notamment ceux que nous appliquons pour nos auteurs lorsqu'on intervient pour leur compte et qui sont librement consultables sur notre site internet. Et parfois, il existe aussi d'autres barèmes, notamment en matière de droits de présentation publique, qui ont été mis en place, qui sont en fait des barèmes recommandés par le ministère de la Culture et qui peuvent vous donner une indication pour savoir où trouver ces informations.
Petit point un peu rapide sur le contrat d'édition. L'idée ici n'est pas de vous expliquer l'intégralité, puisque c'est un contrat nommé du droit d'auteur, il y a toute une littérature dessus, c'est vraiment un contrat phare de la matière. Mais l'idée est un peu de comprendre la dynamique en fait de ce contrat. L'idée, c'est l'auteur va céder ses droits à l'éditeur, et lui, il a pour charge de fabriquer l'œuvre et de la commercialiser, de l'éditer, soit sous forme numérique ou papier en fonction de ce qui est prévu. Et il doit en assurer la publication et la diffusion contre rémunération. Rémunération proportionnelle qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a cette dynamique-là, c'est qu'il a une obligation d'exploitation permanente et suivie, notamment de la part de l'éditeur. Et c'est une condition qu'il doit assurer. Et d'ailleurs, s'il ne la respecte pas, l'auteur peut décider de résilier son contrat et de récupérer ses droits. Et notamment, il y a d'autres obligations qui en découlent, notamment l'obligation de reddition de compte, c'est-à-dire d'indiquer à l'auteur l'état des ventes et de communiquer au fur et à mesure les sommes qui lui sont dues en application du contrat. Je précise ici dans cette slide d'autres types de contrats qui peuvent exister, mais qui ne sont pas des contrats de droit d'auteur, parce qu'il n'y a pas de cession de droit, parce que la logique économique du contrat n'est pas la même. Et parfois, il peut y avoir des confusions, en fait. Parce qu'on se dit, on est éditeur, c'est un contrat d'édition. Et parfois, les contrats sont mal nommés, d'ailleurs. Il y a notamment le contrat à compte d'auteur, dans lequel on est dans une autre logique, en fait. C'est l'auteur qui va payer l'éditeur pour faire la fabrication, la publication et la diffusion. Mais là, on est dans un contrat de prestation, en fait. L'éditeur est prestataire de l'auteur. Et donc, c'est pour ça que la rémunération est inversée. Et donc, dans ce type de contrat, il n'y a pas de cession de droit, parce qu'au contraire, finalement, c'est l'éditeur qui est l'obligé de l'auteur, d'une certaine façon. Dans la même logique, on a le contrat à compte à demi, qui c'est plus une logique de contrat de société en participation, dans le sens où l'auteur et l'éditeur vont s'accorder pour partager ensemble les fruits de la commercialisation. L'idée ici est surtout de vous donner des conseils pour retrouver en fait des informations, puisque il y a beaucoup d'éléments et de documentation que vous allez pouvoir trouver, notamment sur notre site internet, où on a un modèle de contrat d'édition, on a aussi une trousse de secours juridique pour auteurs et autrices, et illustrateurs et illustratrices en détresse, qu'on a rédigé en collaboration avec la charte des illustrateurs jeunesse, et aussi des modèles de courrier dans les situations où les auteurs veulent récupérer leurs droits. Par ailleurs, nous avons mis en place depuis la création de la CEF une permanence ouverte, gratuite à tous les auteurs et autrices, tous les vendredis matins. Donc ça se fait par téléphone, il suffit de prendre un rendez-vous par mail. Et si vous avez des problématiques et des questions en matière de droit d'auteur, on est tout à fait disposé à pouvoir vous renseigner. Évidemment, il y a beaucoup d'autres structures qui peuvent vous renseigner, comme des organisations professionnelles, le site de la Charte notamment, la Société des gens de lettres également, qui sont particulièrement fournis avec beaucoup d'informations. Évidemment, il y a le Snack BD aussi, qui ont un petit modèle de contrat d'édition qui existe également, qui est très, très riche. Il y a aussi le site de l'UNPI aussi qui peut être une ressource pertinente. Donc ça, c'est pour un résumé à gros traits du droit d'auteur. Maintenant, on va passer sur la question de la gestion de ces droits d'auteur par les sociétés d'auteurs. L'idée étant de vous expliquer ce qu'est une société d'auteur, comment elle gère ses droits, et faire un petit focus sur l'action culturelle. Dans ce cadre, moi, je vais plutôt partir de l'exemple de la CEF, qui est la structure dans laquelle je travaille, pour vous expliquer un peu, nous, spécifiquement, comment on travaille, notamment. Alors, qu'est-ce qu'une société d'auteur ? Une société d'auteur, c'est un organisme dont la mission principale est la gestion des droits d'auteur pour ses membres. À côté de ça, elle a des missions complémentaires, notamment l'action culturelle, de soutien et d'aide à la création contemporaine, mais aussi d'information aux auteurs pour les informer sur leurs droits. Donc, c'est ce que je fais par exemple actuellement ou dans le cadre de notre permanence. Mais aussi des actions de représentation et de défense des intérêts des auteurs auprès des interlocuteurs institutionnels. Ces sociétés d'auteurs, le terme juridique associé, c'est OGC, pour organisme de gestion collective.
Ce sont des organismes qui sont particulièrement contrôlés. On est régi notamment par une directive européenne spécifique et le code de la propriété intellectuelle, avec notamment des contrôles annuels de la Cour des comptes. Et on fonctionne sous forme de réseau à travers le monde, puisqu'il existe des sociétés d'auteurs partout dans le monde et on fait des contrats de représentation afin de permettre et d'assurer une représentation mondiale pour nos auteurs. Et en France, elles sont organisées par répertoire, c'est-à-dire que vous allez avoir des sociétés spécialisées en art visuel, d'autres en musique, la plus connue d'entre elles étant la SACEM. Et la logique de la société d'auteurs, en fait, c'est une mise en commun de moyens pour rendre des services à la communauté des auteurs qui la composent, nécessairement avec un pouvoir décisionnel des auteurs en leur sein. Donc en fait, il y a ce qui est fondamental en fait dans le fonctionnement et le succès d'une société d'auteurs, c'est l'implication de ces auteurs au sein de cette société d'auteurs. Et de ce point de vue-là, la SEV s'inscrit dans cette logique coopérative à laquelle elle est très attachée. Donc nous sommes une société à but non lucratif, gérée par ces auteurs, c'est-à-dire que les différents organes de la société sont composés d'auteurs membres de la société, élus par son assemblée générale. Pour adhérer, il suffit de payer une part sociale, ce n'est pas une cotisation annuelle, d'un montant de 15,24 €. Et le jour où vous souhaitez la quitter, on vous rembourse ces 15,24 €. Donc c'est une somme assez modique. Par contre, le point sur lequel la SEV se distingue, c'est une égalité au moment des votes, notamment à l'Assemblée générale, où un auteur égale une voix. On n'a pas de régime préférentiel en fonction de la durée d'adhésion ou alors du montant des droits que les auteurs peuvent... plus un auteur gagne d'argent et plus il a de droits de vote. Parce qu'en droit des sociétés, c'est pas forcément égalitaire. En tout cas, nous, on a décidé de fonctionner comme ça et on est particulièrement attaché à ce principe. Sur la gestion des droits, il y a deux manières de pouvoir gérer des droits pour un organisme de gestion collective. On va parler de gestion individuelle et de gestion collective. La gestion individuelle, ça va être du cas par cas pour un auteur donné. On va pouvoir délivrer des autorisations d'exploitation de leurs œuvres, faire de la régularisation en cas de contrefaçon. On a la gestion du droit de suite qui est très liée aux œuvres qui sont effectivement vendues, mais je préciserai plus précisément ce que c'est que le droit de suite dans un second temps. Et aussi le conseil notamment. Et après, on a la gestion collective qui se réalise sous deux formes, c'est-à-dire des accords généraux de représentation dans lesquels on va autoriser des gros diffuseurs à pouvoir utiliser les œuvres de notre répertoire, percevoir une rémunération globale et la répartir aux auteurs en fonction des exploitations effectives et des informations que nous aurons recueillies dans le cadre de l'application de 10 contrats. Et enfin, on a les droits collectifs qui sont des rémunérations complémentaires que vous ne pouvez pas percevoir si vous ne vous rapprochez pas de votre société d'auteurs. À la SEV, lorsque vous adhérez, de base, vous nous permettez d'intervenir au titre des exploitations audiovisuelles et numériques de vos œuvres pour percevoir votre droit de suite ainsi que vos droits collectifs. Et dans un second temps, vous pouvez également nous permettre d'intervenir pour d'autres formes d'exploitation, donc plus généralement le droit de reproduction sous toutes les autres formes qui ne soient pas audiovisuelles et numériques, et le droit de présentation publique. Les droits collectifs. Alors, c'est assez particulier et assez technique. En fait, l'idée, c'est que ce sont des rémunérations qui ont été mises en place par la législation française et européenne pour certains usages qui sont faits des œuvres et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une autorisation individuelle. En fait, le législateur s'est dit, c'est trop compliqué, mais on a quand même besoin que les œuvres soient diffusées ou que ces formes d'exploitation soient possibles. Donc, on va mettre en place des rémunérations et ce sont les organismes de gestion collective qui vont avoir la charge de pouvoir répartir ces rémunérations. D'où le fait qu'on soit particulièrement contrôlé. Quels sont ces droits ? Ils sont de plusieurs natures. Il y en a beaucoup. Donc vous voyez la liste. On a la reprographie, la copie privée, le droit de prêt du livre en bibliothèque, droit de retransmission simultanée et intégrale, les exceptions pédagogiques, les LCE et le droit voisin des éditeurs de presse. Donc, je ne vais pas faire une présentation exhaustive de tous ces droits, mais pour vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne, je vais prendre l'exemple de la copie privée. En droit français, tout un chacun peut faire une copie d'une œuvre pour peu que ce soit un usage
purement privatif. Si par exemple je vois dans l'exposition une image qui me plaît, j'ai le droit de la prendre en photo et de la garder sur mon téléphone. Par contre, j'ai pas le droit de l'imprimer et de faire un 4x3 dans le métro pour faire de la publicité par exemple. Donc on s'est aperçu que ces utilisations d'ordre privatif avaient un impact et causaient un dommage aux auteurs. On a voulu le compenser. Et pour le compenser, on perçoit une rémunération à chaque fois qu'il y a une vente d'un support de copie numérique. Donc chaque fois que vous achetez un téléphone portable, une clé USB, avant c'était des CD vierges, même des cassettes, une part de votre prix d'achat est collectée. Et une fois que cette somme est collectée, elle est reversée aux auteurs. 25% de ces sommes sert à assurer ce qu'on appelle l'action culturelle, pour financer des projets, et le reste est reversé aux auteurs. Et pour reverser ces sommes qui sont collectées, nous, on a besoin de connaître un peu le niveau de diffusion des auteurs qui va nous permettre de répartir une œuvre plutôt qu'une autre. Donc on a notamment, nous, à la CEF, on va demander aux auteurs de nous faire part de leurs publications presse, livres et télévisuels en France comme à l'étranger. Dans certains pays, ils nous demandent même des informations sur les expositions ainsi que sur les sites internet. Et par ailleurs, nous, on demande une information un peu plus générale, qu'on appelle des questionnaires. Donc on a un questionnaire d'activité sur lequel on a besoin de savoir quels sont les types d'œuvres qui sont réalisées par les auteurs. Et en parallèle, on va s'interroger sur quelles sont les œuvres les plus ou moins copiées. Donc si vous faites de la bande dessinée et de l'illustration et que sur cette année-là, on a plus dans les usages de pratiques de copie des Français, plus d'illustrations qui sont copiées, c'est ce qui nous permettra de pouvoir répartir ces rémunérations. Évidemment, sur la copie privée, on ne peut pas faire un suivi exhaustif de qui copie quoi. C'est impossible. Donc on est plus dans une logique de compensation. Et de ce point de vue-là, c'est plus quelque chose, c'est un à peu près qui permet un peu de compenser la situation. De ce point de vue, nous répartissons ces sommes 2 fois par an, en septembre et en décembre. La gestion individuelle. Donc là, c'est plutôt du cas par cas. On est dans une situation où on a une œuvre d'un auteur ou d'une autrice qui est diffusée et l'auteur va nous confier la gestion de ce dossier. Dans ce cas, nous appliquons nos tarifs, publiés sur notre site internet. On s'occupe de la rédaction et de la négociation contractuelle. On applique une retenue statutaire de 15% au titre de nos frais de gestion. Et c'est ça, en fait, qui nous permet de fonctionner. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas avec les 15,24 € versés à vie pour chacun de nos auteurs qu'on va pouvoir réussir à fonctionner, en fait. Et les taux de gestion sont déterminés annuellement chaque année pour nous permettre de fonctionner. Et le but étant de réduire au maximum ces taux de gestion pour que les auteurs aient le plus possible de rémunération. Au soutien de cette gestion individuelle, la CEF a mis en place une banque d'images qui permet en fait tout simplement aux diffuseurs de pouvoir voir les œuvres de nos auteurs. Et dans le cadre de cette banque d'images, la CEF est habilitée à délivrer ces rémunérations. Dans la mesure où on passe par un prestataire extérieur qui s'appelle Pixpalace, mise en place par la société Pixways, qui est le principal portail d'images utilisé en France et en Europe francophone, on a des frais qui sont un peu plus importants et de ce point de vue-là, on demande aux auteurs un peu de participer à ces frais. Et donc c'est pour ça que là, on est sur une formule d'abonnement, mais tous les auteurs membres de la CEF, pour les 50 premières œuvres, n'ont pas à payer. Donc ça permet quand même un peu à tout le monde de pouvoir profiter de ce modèle de fonctionnement. Enfin, on a la partie régularisation. Donc quand vous êtes dans une situation où un tiers a utilisé votre travail sans autorisation préalable, on peut être un soutien pour essayer de résoudre cette situation. Nous, on a une approche par laquelle on préfère privilégier l'approche amiable. Parce que le contentieux représentant un coût non négligeable, l'idée est de trouver une rémunération pour compenser la situation. Rémunération censée être plus importante que si c'était une simple autorisation. Sinon, ce serait une prime à la contrefaçon. Donc, quand vous êtes dans une situation compliquée de ce type, il ne faut pas hésiter à interroger vos sociétés d'auteurs pour vous aider à résoudre ce type de situation. Dernier point de la gestion individuelle, le droit de suite. Le droit de suite est un droit un peu particulier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la distinction entre le support physique et la propriété incorporelle.
En fait, on s'est aperçu que pour les auteurs des arts visuels, très longtemps, la situation était assez injuste finalement pour les auteurs, puisque un auteur qui a vendu son tableau, mettons, et que sa cote augmente en cas de revente de son tableau, il ne pouvait pas bénéficier en fait de cette augmentation de rémunération, puisque comme il n'était plus propriétaire du tableau qu'il a vendu et que c'est un tiers qui l'a vendu à quelqu'un d'autre, il n'y avait pas de raison qu'il perçoive une rémunération. Et donc on a mis en place ce droit de suite qui permet en fait aux auteurs de percevoir une part du prix d'achat en cas de revente de l'œuvre lorsque cette vente intervient par un professionnel du marché de l'art. Donc cette possibilité, c'est une création française qui, pour le coup, a fait des émules notamment en Europe. Donc on a une directive européenne qui fait que le droit de suite s'applique partout dans l'Union. Et du coup, notre travail, c'est d'essayer de voir s'il y a des ventes qui sont concernées par ce droit de suite, donc qui est défini assez strictement, notamment ce ne peut être que pour des œuvres réalisées dans des exemplaires qui sont limités, et avec une grille tarifaire qui est fixée par le Code de la propriété intellectuelle. Et donc, si le prix de vente est supérieur ou égal à 750 €, vous avez un pourcentage qui vous est dû. Donc voilà, donc j'ai mis un peu les montants. En fait, l'idée c'est que ça fonctionne par tranche, un peu comme pour les impôts. Donc jusqu'à 50 000 € c'est 4%. Pour la part du prix entre 50 000 et 200 000 c'est 3% en plus, etc., etc. Jusqu'à un plafond de 12 500 €. Dernier point de mon intervention, l'action culturelle. On va revenir à la copie privée évoquée juste avant. J'avais dit que 25% de ces sommes permettaient de financer cette action culturelle. En fait, c'est pour financer des actions d'aide à la création, d'aide à la diffusion des œuvres, de formation des artistes et de développement de l'éducation artistique et culturelle. Dans ce cadre, l'ACEF soutient plusieurs festivals en matière de bande dessinée, illustration jeunesse, notamment Quai des Bulles, Gribouillis évidemment, BD Boom, Formulabula. On participe aussi aux masterclass organisées par la Charte qui permettent aussi d'aider à la formation des auteurs. Plus spécifiquement dans le domaine de l'illustration et de la bande dessinée, nous avons mis en place un prix et une bourse. Donc on a un prix Jeunes Talents en partenariat avec le festival BD Boom doté de 1 000 €. Alors là, les dossiers cette année sont déjà terminés puisque c'était entre avril et juillet. Le jury se réunissant actuellement. On fera une annonce des 10 dossiers sélectionnés en septembre pour une remise de prix en novembre. Au-delà de ça, on a également la bourse en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême, dotée de 5 000 € avec une résidence à la Maison des auteurs d'Angoulême. Et là, pour le coup, les dossiers peuvent être déposés entre septembre et octobre. Le jury se réunissant en novembre avec une annonce de lauréat en décembre et une résidence à Angoulême à partir du mois de janvier de l'année suivante. Et donc là, vous pouvez voir les lauréats de cette bourse et de ce prix Jeunes Talents. Je note notamment que l'une des autrices exposées actuellement à Gribouillis a été lauréate de la bourse BD il y a maintenant 10 ans, à savoir Sophie Guérive. Donc voilà, je vous laisse avec les informations pour essayer de vous renseigner sur l'ACEF, pour récupérer des informations, nous contacter. Et bon, j'ai été un peu rapide finalement, et je suis à disposition si vous avez des questions.